Bonjour et bienvenue dans le magazine du week-end. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 13h30 pour cette émission préparée par Léa Varin sur une idée de Sarah Ben Abderrahmane, réalisée par Nathalie Salle et à la technique Ludovic Augier. « 38, 39, 40, le thermomètre s'affole. Aujourd'hui encore, la canicule va sévir sur une bonne partie du pays. Ce qui tue, c'est le faible écart entre la température de la nuit et la température du jour. On a eu une catastrophe humanitaire en France en 2003. Habituellement, au mois d'août, on a 38 morts par jour, moyenne statistique. Là, les 11, 12, 13 août, on va avoir 790 morts. Et les premiers cadavres, ça a été les sans domicile fixe. C'est toujours la pauvreté qui trinque en premier. C'est la cruauté, j'irais, de notre société, des grandes villes aujourd'hui. Les situations où l'îlot de chaleur va être problématique vont appeler à se multiplier parce que dès qu'on va avoir chaud, dans un endroit densément habité, on va avoir encore plus chaud. Je supporte très bien le froid, mais pas la chaleur. C'est vrai que le matin, c'est très dur quand même. C'est très dur, il fait très chaud. Et puis, si tu ne te désaltères pas, à un moment donné, tu peux faire des insolations. Du coup, c'est assez compliqué. Nous demander de partir, parce qu'on dérange l'espace public, on va dire. Et du coup, après, on tourne en rond pour chercher des places à l'ombre. Pas d'équivalent au plan grand froid pouvant être mis en place l'hiver. Conséquence, moins de places d'hébergement, mais aussi moins de personnel, salariés ou bénévoles en cette période de congé. Néanmoins, sur le terrain, pour aider les plus fragiles, les maraudes se multiplient. Et oui, les maraudes se multiplient, comme les épisodes de canicule. En première ligne, des personnes sans abri exposées à des risques sanitaires majeurs, déshydratation, coups de chaleur, aggravation des pathologies chroniques. Dans un contexte de crise du logement et de la hausse de la précarité, comment les associations répondent-elles à la demande et que révèle cette urgence estivale sur l'état de la pauvreté en France? Pour en parler avec nous en studio, Maïder Olivier, chargée de plaidoyer climat au sein de la Fondation pour le logement des défavorisés, ex-Fondation Abbé Pierre, bonjour. Bonjour. Pierre Concialdi, économiste, chercheur associé à l'Institut de recherche économique et sociale, bonjour. Bonjour. Et Nathan Lequeux, coordinateur de l'antenne de Paris de l'association Utopia 56, bonjour. Bonjour. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. D'abord, un rapide tour de table. Pourquoi parle-t-on si peu des personnes SDF, de la grande précarité en général l'été? Maïder Olivier. Parce que historiquement, on a bien en tête les dangers associés au froid, au fait de vivre à la rue, même si l'action politique reste toujours insuffisante, quelle que soit la période de l'année. Mais on a vraiment tendance à minimiser les risques liés à la chaleur. Et en fait, paradoxalement, il y a moins de protection à cette période-là. Donc c'est un moment où il y a beaucoup d'expulsions locatives, parce qu'il n'y a pas la trêve hivernale. On a des remises à la rue de personnes qui sont mises à l'abri à l'hôtel. Et peut-être que ça commence à changer, mais évidemment, il faut le rappeler, les personnes font face à des risques pour leur santé et même en risque de décès de la même manière, quelle que soit la période de l'année. Mais c'est vrai que ça n'a pas eu tendance à être pris autant en compte que le froid. Pierre Concialdi. Oui, non, mais je souscris tout à fait. Juste rappeler que l'Observatoire national de la pauvreté énergétique a juste commencé à définir ce qu'ils appellent, je crois, la précarité énergétique estivale ou d'été en décembre 2025. Ah oui, donc, effectivement, on a traditionnellement attaché à s'intéresser aux difficultés à se chauffer, mais beaucoup moins aux difficultés beaucoup plus complexes, je pense, on va y revenir, qu'il y a à se protéger des vagues de chaleur ou des canicules. Nathan Lequeux. Comme disait Maïder, en fait, l'État va réagir, il va mettre en place des solutions d'hébergement uniquement quand il a une pression citoyenne, une pression politique et médiatique. Et ça va amener aujourd'hui à ce que l'État ne gère plus que le tri et la pénurie, et plus, comme dit la loi, l'hébergement d'absolument toutes les personnes à la rue. Et donc on est sur une gestion au thermomètre, et en fait l'État va mettre un minimum de solutions en place pour répondre à cette pression médiatique notamment et citoyenne, quand il va faire moins 10 degrés, quand il va faire 40 degrés, ou quand il y a des grandes intempéries ou ce genre de choses. Mais derrière, une fois que les températures sont un peu redescendues, il y a des remises à la rue systématiques qui sont effectuées. Donc on s'enferme vraiment dans ce tri et ce carcan qui est absurde par essence. On va poursuivre avec vous, Nathan Lequeux. Utopia 56 est une association française de loi 1901, créée en 2015, qui vient en aide aux personnes à la rue et aux personnes exilées de manière inconditionnelle et sans distinction de statut juridique à travers 7 antennes en France. Quelle est la situation sur le terrain depuis le début de l'été ? Comme on le sait, on n'a jamais vu un été aussi meurtrier
aussi terrible et aussi impactant, notamment pour les personnes sans abri qui sont en première ligne de ces intempéries et de ce changement climatique. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est de pire en pire. On a eu quand même 4 vagues de canicule depuis le début de l'année. Et comme l'a dit Maïder, en fait, il y a une baisse de la garde des associations, de l'État, de l'opinion publique, quand les températures remontent, parce que il y a une considération des personnes quand justement elles ressentent elles-mêmes dans leur quotidien certains changements et certaines souffrances, notamment l'hiver. Ça, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est bien ancré. Mais en fait, l'été, il y a moins d'associations qui sont mobilisées, il y a moins d'accueils du jour qui sont ouverts, il y a moins de bains-douches, il y a moins de lieux rafraîchis, il y a moins en fait, et notamment Paris et les grandes villes en général, deviennent vraiment en fait des souffrières. En fait, il n'y a aucun espace pour se réfugier. Alors justement, vous parlez de la ville de Paris, c'est la ville d'Europe où le risque de mourir de chaleur sûr. est le plus élevé. Oui. La ville a mis en place des mesures d'aide, points d'eau, accueil de jour climatisé, distribution d'eau, de bouteilles d'eau. Est-ce que c'est suffisant? Apparemment non. C'est évidemment insuffisant. La ville de Paris essaye d'appliquer quelques mesurettes par-ci par-là, mais l'État, lui, est aux abonnés absents complètement. Il n'y a qu'à circuler autour de la ligne 2 du métro parisien, où actuellement il y a plus de 1000 hommes isolés qui survivent dans des tentes à plus de 50 degrés, avec des points d'eau qui marchent une fois sur deux. Il faut imaginer le truc, c'est 3 points d'eau installés pour 1000 personnes, et il n'y en a même pas sur tous les lieux de vie parisiens. Les salles rafraîchies sont évidemment en nombre insuffisant. Et pareil, les maraudes, le SAMU social sont d'ailleurs en grève, on en reparlera, mais en temps normal, le SAMU social de Paris est censé effectuer environ 8 camions qui partent en maraude, il n'y en a que 2 à 3 qui partent. Donc il y a vraiment un sous-effectif chronique. Et puis par ailleurs, ces mesurettes, c'est pas ce qu'on demande. On demande à ce qu'un toit et un hébergement soient assurés tout au long de l'année. Quels sont les besoins les plus urgents là actuellement? Le besoin le plus urgent, c'est de mettre ces personnes à l'abri. C'est de réquisitionner les bâtiments publics, les logements qui sont vides pour y mettre ces personnes à l'abri. À Paris et en France, il y a 3,1 millions de logements qui sont vides. À Paris, c'est 130 000. Il y a une loi de réquisition qui existe, qui a été rédigée à l'après-guerre pour justement répondre à la crise du logement. Ces bâtiments sont disponibles, il faut les réquisitionner absolument. Les gymnases également ne sont pas utilisés, les écoles non plus. En fait, il y a tout un tas de lieux qui, dans une première urgence, peuvent être réquisitionnés le temps de retrouver des solutions plus pérennes. Et il faut évidemment multiplier les maraudes, multiplier la veille sociale. Et la préfecture de région, ici en l'occurrence, va totalement à l'encontre de ça, en baissant encore les budgets, on en reparlera, de la veille sociale de moins 3%. Donc on va totalement dans le sens inverse. Et aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à faire face très concrètement? Non. Personne n'arrive à faire face et on fait que... il y a quelques années encore, on arrivait à penser quelque peu l'hémorragie, mais aujourd'hui, en fait, on est complètement dépassé. On n'a jamais vu autant de personnes à la rue depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. C'est x2 au niveau des personnes sans domicile. 170 000 quand il arrive au pouvoir, 350 000 aujourd'hui. À Paris, on n'a jamais vu autant, pareil, de personnes à la rue depuis la crise du Covid. C'est du jamais vu. Et il n'y a aucune asso qui peut répondre à ça. Vraiment personne. Alors, depuis le 23 juin, à l'appel de la CGT, les travailleurs du SAMU social de Paris, notamment du 115, sont en grève reconductible à la suite de l'annonce, entre deux canicules, de la suppression de 1200 nuitées d'hébergement d'urgence par jour. Selon la direction, le SAMU social de Paris a dépassé son plafond annuel de dépenses consacré à l'hébergement en raison du maintien de personnes prises en charge en hôtel. Nathan Lequeux, Utopia 56, est mobilisé aux côtés des grévistes devant le siège du SAMU social de Paris. Dans le journal Libération, Jordan Bernard, secrétaire général de la CGT au SAMU social de Paris, a déclaré que le taux d'appel décroché d'habitude à 40% était tombé en dessous des 10%. Qu'est-ce que cela signifie très concrètement pour les personnes qui composent le numéro d'urgence 115 ? Très concrètement, aujourd'hui, vous pouvez essayer d'appeler 115 vous-même. Vous passerez des heures et des heures à écouter la messagerie du 115. Donc effectivement, il y a 8% des appels décrochés qui sont aujourd'hui à Paris. C'est une situation qui se retrouve partout en France, mais et qui est particulièrement exacerbée en Île-de-France au vu du nombre de personnes sans abri qui s'y trouvent. Et quand on a un appel décroché, parmi ces 8%, c'est pas non plus certain d'avoir une réponse favorable. Il y a aussi un nombre de refus, c'est plus des 3/4 qui sont refusés. Il faut savoir aujourd'hui que les personnes qui sollicitent le 115, c'est que 1/4 des personnes sans abri. En fait, il y a une stratégie de découragement et de résignation qui a été ancrée dans l'esprit de ces personnes. Le 115 ne répond à personne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le 115, à Paris en tout cas, n'est capable de répondre qu'aux familles avec des nourrissons de moins de 3 mois et des femmes enceintes de plus de 7 mois. Passer les 3 mois d'un enfant, d'un nourrisson, il est remis à la rue. Et donc aujourd'hui, on a des dizaines et des dizaines de nourrissons, c'est-à-dire que l'État français aujourd'hui n'est même plus capable d'héberger ce qu'on
peut considérer comme les plus vulnérables. Des nourrissons, on a des personnes avec des extrêmes pathologies, donc des cancers, des diabètes, on a des personnes enceintes à terme, des femmes enceintes à terme, des enfants, on a 140 enfants, cette occupation. Et chaque jour, c'est une quinzaine de personnes qui la rejoignent parce qu'elles sont remises à la rue et qu'il y a eu ces nouvelles annonces préfectorales et étatiques qui ont conduit à cette grève et qui aujourd'hui, depuis un mois, ont remis de nouveau à la rue 400 personnes. Et on Donc là, ça veut dire que vous devez trier dans l'urgence de l'urgence. Les écoutants du 115, en fait, parfois on leur demande, ils vont avoir 2 appels. On va leur demander de trancher entre une personne avec un cancer en phase terminale et une femme seule avec son nourrisson de 1 mois. On va leur demander de trancher entre ces 2 profils et il y a un profil qui va être à la rue. C'est juste absolument insupportable. Et il faut le rappeler, chaque personne à la rue est une illégalité de l'État. Et aujourd'hui, l'État organise la destruction méthodique de l'hébergement d'urgence comme de tous les services publics. Et notamment, il le fait juste après la première vague de canicule qui a eu lieu et pendant celle de juin. C'est-à-dire que ces gens sont cyniques. Justement, aussi. on va parler des hébergements d'urgence. Maïder, Olivier, vous intervenez sur la question du sans-abrisme, mais aussi des personnes précaires qui sont entre le logement et la rue. Est-ce que les hébergements d'urgence sont adaptés aux fortes chaleurs ? Oui, Quand il y a de la place, on l'a compris. Il y a ce sujet du sans-abrisme, et donc des personnes qui sont en extrême danger pendant les canicules. Mais il faut aussi le rappeler que être hébergé ne signifie pas être protégé, parce que donc nous, la Fondation pour le logement, on alerte depuis plusieurs années sur l'inadaptation du parc de logement aux canicules. Il y a 1 logement sur 2 qui est une bouilloire, mais en réalité, le parc d'hébergement, c'est vraiment le parent encore plus pauvre du reste des types de logements. Et donc vraiment aujourd'hui, l'hébergement d'urgence, que ce soit les mises à l'abri à l'hôtel, mais même les centres d'hébergement d'urgence. On a aussi les logements d'insertion. Souvent, comme c'est du logement ou de l'hébergement qui est dans des modèles de financement qui sont très contraints, la question de l'adaptation aux canicules, mais l'adaptation au changement climatique en général, n'est pas prise en compte. Et donc aujourd'hui, on a des gens qui décèdent, qui sont hospitalisés, alors qu'elles sont hébergées, parce que si on est aujourd'hui, une mise à l'abri à l'hôtel, c'est une famille dans une chambre de 9 mètres carrés. Pas forcément de protection solaire. Oui, on ne parle pas d'hôtels de luxe. Encore moins. Bien, quand on parle des hôtels du 115, c'est vraiment les hôtels dans lesquels peu de gens veulent aller. Les personnes sont entassées et donc il n'y a pas de rafraîchissement. Donc en fait, aujourd'hui, non seulement on n'a pas suffisamment de places, mais même les places qui sont créées, elles ne sont pas du tout adaptées. On a eu des remontées un peu partout en France, des gymnases qui ont été ouverts. Cet été. Cet été, donc dans une forme de plan grande chaleur pour mettre à l'abri de manière urgente. Vous imaginez un gymnase, c'est une fournaise. Si vous mettez plusieurs centaines de personnes dans un gymnase, alors certes, c'est mieux que d'être à la rue, mais on est loin d'une réponse pérenne et digne. On parle en plus de personnes vulnérables, j'imagine, qui arrivent déjà très fragilisées, sûrement en termes de santé. Oui, c'est pour ça que l'on dit, pourquoi c'est autant une priorité que d'adapter les lieux d'hébergement. Nous, on a des lieux qu'on appelle les pensions de famille, c'est des lieux de logement pour des personnes qui ont un passif de vie à la rue. En fait, c'est des personnes qui arrivent dans ces lieux et qui ont un état de santé qui est dégradé. Parfois, c'est des personnes qui sont vieillissantes, mais aussi l'espérance de vie à la rue est beaucoup plus faible que dans le reste de la population. Donc, c'est des personnes qui sont particulièrement à risque. Et donc, nous, on a fait face dans nos structures partenaires à une hausse énorme des décès et des hospitalisations parce que les lieux ne sont pas adaptés, faute de financement et de préparation de l'État. Il y a eu un plan national d'adaptation au changement climatique qui a été présenté par l'État l'année dernière qui devait adresser cette question de l'adaptation de l'hébergement aux vagues de chaleur, au changement climatique. On est vraiment au point mort. Et justement, vous êtes chargé de plaidoyer climat au sein de la Fondation pour le logement défavorisé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce lien entre logement et climat ? En effet, nous, depuis plusieurs années, on essaye vraiment d'alerter sur à la fois en quoi le changement climatique vient aggraver, toucher en priorité les personnes qui sont déjà mal logées. On peut prendre l'exemple quand on travaille aussi dans les Outre-mer, le cyclone Chido à Mayotte. Les personnes qui sont décédées du cyclone, c'est les personnes qui étaient en bidonville. Donc il y a vraiment un croisement entre effet du changement climatique et mal logement. Donc ça vient aggraver. On voit aujourd'hui quand il y a des incendies, par exemple en ce moment, ça va toucher de manière différente une personne pour qui c'est la résidence secondaire qui a été touchée ou quelqu'un qui a emprunté toute sa vie pour acheter cette maison, qui est endetté. Donc ça va vraiment creuser les inégalités, faute de réponse sociale de l'État pour faire face au changement climatique. Et on a même des personnes qui tombent dans le mal logement à cause des effets du changement climatique. On parle par exemple des sécheresses, les fameuses bouilloires thermiques. Les bouilloires thermiques, donc
Donc on a aujourd'hui un logement sur 2 qui est une bouilloire. Ça, c'est votre fondation qui les a nommés ainsi en 2023. Vous avez donc un logement sur 2 en France. Et c'est pour ça, en effet, vous le rappeliez, mais c'est des termes qui sont assez récents. Nous, on est venu en 2023, on a commencé à travailler sur cette question et on a posé les termes de précarité énergétique d'été, de logement bouilloire, parce qu'il faut savoir que jusqu'alors, on parlait de confort d'été. Quand les professionnels du secteur, l'État, travaillaient sur la question de l'adaptation des logements aux fortes chaleurs, on parlait de confort d'été. En fait, quand on utilise ce terme, on minimise la gravité et le vrai enjeu de la situation. Là, Santé publique France vient de publier des chiffres, 5700 morts en 2 semaines liées à la canicule. 7764 durant la période du 17 juin au 2 juillet. Alors, et c'est ça, moi c'est les chiffres que 5700 j'ai. personnes. 5700, oui, c'est ça. 5700 décès, enregistrés en plus durant la période de canicule du 17 juin au 2 juillet. Et c'est tombé hier, le 26 juin. 2935 personnes sont mortes sur un jour. C'est soit plus que lors du jour le plus mortel de la pandémie de Covid. Donc, effectivement, on est face à une catastrophe. Et est-ce que vous avez entendu un membre du gouvernement, mais même le président, parler, mais même rendre déjà le minimum serait de rendre hommage à ces personnes qui ont perdu la vie faute d'avoir été protégées dans le lieu où elles vivaient. C'est vraiment silence radio. Et pourtant, Santé publique France le dit bien, cette question des morts de la canicule, c'est pas une fatalité, c'est pas un phénomène naturel, c'est des personnes qui décèdent en majeure partie dans leur logement. Et donc, ça veut aussi dire que la réponse, ça doit être des politiques publiques, ça doit être l'adaptation des logements à ce phénomène. C'est pas une fatalité, il y a énormément de choses qui pourraient être faites et l'État est vraiment aux abonnés absents. Justement, les politiques publiques, vous les appelez à passer à l'action. L'année dernière, vous avez déposé un projet de loi zéro logement bouilloire visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants. Que contient ce projet? Où en est l'examen? Oui, on a écrit cette proposition de loi parce qu'on voulait un peu prendre l'État au mot, qui avait déposé du coup ce plan national d'adaptation au changement climatique, mais en fait avec des mesures qui étaient, pour certaines qui étaient intéressantes, mais elles étaient souvent assez faibles, reportées à une échéance très lointaine, alors qu'on voit bien qu'en fait là, c'est avant-hier qu'il aurait fallu agir et pas en 2030. Surtout, il n'y avait aucun budget en fait qui était prévu, à part le fonds vert dont on parle tout le temps. On a l'impression que tout va passer dans le budget du fonds vert, dont le financement a été divisé qui est réduit également. Voilà, qui a été divisé par 2 en 2 ans, donc c'est assez hypocrite. Donc nous, on est venu... on a travaillé du coup avec énormément d'acteurs pour écrire un texte de loi et montrer à l'État qu'en fait il n'y avait pas besoin de procrastiner autant, qu'il y avait des mesures assez simples qui pouvaient être prises dès maintenant. On pense notamment à la création d'un droit au volet et au brasseur d'air pour les locataires qui aujourd'hui n'ont pas du tout la loi de leur côté pour obtenir un quelconque équipement pour se protéger de la chaleur. Si on pense aux propriétaires qui sont freinés par les règles patrimoniales, on peut changer ce système d'avis des architectes des bâtiments de France. On a même fait le travail d'aller chercher une forme de majorité politique pour que le texte ait une chance d'être voté. Et au moment du dépôt, il y avait 160 députés de 8 groupes politiques qui l'avaient signé. Et en fait, comme le gouvernement a une réponse au sans-abrisme de manière, une réponse au thermomètre, c'est la même chose sur la question de l'adaptation des logements canicules. On a rencontré le gouvernement l'été dernier pour en parler. Ensuite, c'était rien pendant 1 an, malgré nos demandes de rendez-vous. Qu'est-ce qu'on vous a dit pendant cette rencontre? En fait, il n'y a pas d'opposition ferme aux mesures, parce qu'en fait, ce texte, il n'est pas révolutionnaire. C'est vraiment une base des mesures par lesquelles commencer. Donc, il n'y a pas d'opposition. Par contre, il n'y a pas d'action non plus. Et c'est vraiment à déplorer. Donc, l'État a eu... Et c'est pas au mois de... Donc, on a revu le gouvernement au mois de juin pour reparler du texte, en plein pic de canicule. Mais sauf que c'est pas au cœur de la crise qu'on construit des politiques publiques. Donc, on espère maintenant vraiment que à la rentrée, à la réouverture des débats parlementaires, le gouvernement sera au rendez-vous pour un peu faire le bilan de son échec de cet été et prendre des mesures, mais qui vont apporter des réponses immédiates, à minima pour l'été prochain, pour les millions de personnes qui souffrent de la chaleur chez elles. France Culture, le magazine du week-end. Oumi Diallo. Et d'année en année, la part du budget des ménages consacré au logement ne cesse d'augmenter, de 12% au début des années 60 à 34% en 2021. Pierre Concialdi, économiste, chercheur associé à l'Institut de recherche économique et sociale. Comment l'expliquer? Vous avez justement co-rédigé une note au sujet du logement cher.
Oui, le principal facteur du logement cher, c'est c'est l'évolution du prix des logements, hein, à partir. Alors, il y a eu plusieurs mouvements de spéculation dans les années 90, mais vraiment à partir de 2000, on observe en France, mais aussi dans tous les pays, une envolée des prix de l'immobilier. Notamment à cause de la spéculation foncière. On peut analyser les facteurs qui expliquent cette envolée des prix. Particulièrement en France, surtout dans certaines régions parisiennes, c'est évidemment localisé. Les phénomènes sont différents selon les régions, mais et cette envolée des prix, elle s'est accompagnée aussi, au moins jusqu'au milieu des années 90, d'une forte hausse des loyers. Donc on est arrivé à une situation, même si sur les toutes dernières années, par exemple, les loyers n'augmentent pas plus vite, beaucoup plus vite, disons, que la moyenne des prix, ils restent structurellement très élevés, ce qui constitue un frein évident pour de plus en plus de personnes pour se loger, d'autant que dans le même temps, sur les 30 dernières années, même 40 dernières années, mais peu importe, les ressources des ménages qui cherchent à se loger, et notamment des plus modestes, sont loin d'avoir suivi la moyenne et ont décroché de cette moyenne. Donc il y a un effet de ciseau. Les prix de l'immobilier, les prix des loyers ont augmenté beaucoup plus vite que la moyenne des prix. Et de l'autre côté, du côté des ressources, les personnes, les ménages, et notamment les plus modestes, ont de moins en moins de ressources, ce qui explique que pour certains, elles ne peuvent plus quitter leur logement, et pour un plus grand nombre, elles n'ont plus accès tout simplement à des logements abordables, sinon confortables, c'est encore une autre question, enfin, qui permettent de se prémunir des événements climatiques comme la canicule, etc. Et le 9 juillet, l'INSEE a dévoilé les derniers chiffres de la pauvreté dans l'Hexagone. 9,8 millions de personnes vivaient en situation de pauvreté monétaire en 2024. C'est le plus haut chiffre jamais enregistré par l'INSEE. Pierre Concialdi, pour vous, les seuils de pauvreté actuels ne permettent pas en fait de rendre compte de la réalité. Je rappelle qu'il y a 3 seuils, 859, 1073 ou 1288 € par mois, selon qu'il est fixé à 40, 50 ou 60% du niveau de vie médian. Pour vous, le budget de référence serait en fait un meilleur indicateur. Expliquez-nous. Non pas forcément meilleur, c'est un indicateur complémentaire. C'était la démarche d'ailleurs qui a conduit l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion, l'ONPES, qui a été supprimé en 2019, dans un de ses derniers travaux, à développer la démarche justement dite des budgets de référence. En 2 mots, il s'agit à travers une démarche participative qui associe des groupes de citoyens, de leur demander d'aboutir à un consensus sur le panier de biens et services nécessaires aujourd'hui pour avoir un niveau de vie minimum décent. On parle bien de minimum décent, on n'est pas dans le confort, dans l'aisance ou des choses comme ça. Et ce consensus, ils l'ont construit. Et sur la base de ce panier, nous, en tant que chercheurs, on a simplement valorisé ce panier, ce qui offre un autre indicateur monétaire qui complète, encore une fois, le seuil de pauvreté monétaire. Et c'est intéressant parce que ça permet de révéler des populations qui sont en général, enfin qui ne sont pas sous le projecteur en général des chiffres de la pauvreté. Lesquels ? On retrouve un peu les mêmes, mais ça permet notamment des familles en fait. C'est surtout les familles monoparentales, mais elles sont aussi concernées très fortement par la pauvreté, mais surtout les couples avec enfants et parfois et aussi des retraités, des personnes âgées, retraitées. Et on peut dire en résumé, si vous voulez, que les seuils de pauvreté, c'est un seuil d'exclusion sociale, c'est-à-dire qu'on a des forts risques, si on est en dessous du seuil de pauvreté, de connaître des situations de privation plus ou moins sévères, et les budgets de référence, c'est un seuil d'inclusion sociale, c'est-à-dire si on est au-dessus, on a des chances raisonnables de ne pas connaître de privation. Et quand je dis pas connaître de privation, tout ça sont des chiffres moyens sur l'année. Ça ne veut pas dire qu'à un mois précis ou s'il y a un coup dur, un accident, les situations ne vont pas être difficiles pour les ménages. Mais voilà. Et pour donner des ordres de grandeur, je termine là-dessus. Le chiffre de la pauvreté le plus usuel, c'est 60% du niveau de vie médian. On y retrouve effectivement un peu moins de 10 millions de personnes, c'est-à-dire un peu plus de 15%, 15,4%. Le chiffrage de l'ONPES, à travers les budgets de référence, montrait qu'on avait un tiers environ de la population française qui n'atteignait pas ce niveau de vie décent. Donc on voit qu'il y a des populations, une zone grise en fait, entre ce qu'on peut appeler la pauvreté,
telle qu'on a l'habitude, au moins statistiquement, de la mesurer. Et puis, le niveau de vie minimum décent, on peut parler de population précaire, fragilisée, vulnérable, et ce qui permet d'attirer aussi l'attention sur le fait que la pauvreté, c'est pas uniquement une situation, c'est bien davantage un processus ou des processus. Et là, on parle de sans-abrisme. C'est-à-dire que c'est des enchaînements de facteurs qui peuvent te dire une maladie, une perte d'emploi. Une séparation. Une séparation, oui. Voilà, ce sont des processus qui, lorsqu'elles concernent des populations vulnérables, fragiles, précaires, peuvent les faire basculer plus ou moins durablement dans la pauvreté. Et c'était dans cette intention que l'OMPES avait construit ces indicateurs pour pouvoir ensuite mener des études et éclairer les politiques publiques à mener pour combattre la pauvreté. La pauvreté, c'est pas uniquement, c'est nécessaire, hein, toutes les mesures d'urgence dont on vient de parler, elles sont absolument capitales, fondamentales, nécessaires, mais on est vraiment dans l'urgence, dans l'aide à la plus absolue à donner à des personnes qui sont près de mourir, hein, comme on l'a dit, mais toutes les politiques publiques de lutte contre la pauvreté, elles doivent aussi s'attacher à prévenir et construire des dispositifs, des politiques qui permettent aux ménages, aux populations de se maintenir et d'avoir un minimum de niveau de vie. On peut lire parfois qu'aujourd'hui, les classes populaires ont tendance à glisser vers la grande précarité. Est-ce que c'est une tendance que vous observez ? Tendance, c'est difficile à dire, puisque sur ces populations, on n'a pas en résumé, oui, effectivement. Enfin, quand on a un tiers de la population qui n'a pas accès à un niveau de vie minimum décent, on est bien sûr sur des populations plutôt populaires, modestes. Hein, et ce qu'on observe aussi, ça, à travers les chiffres de la pauvreté de l'INSEE, c'est que vous l'avez dit, on n'a jamais eu de taux de pauvreté aussi élevé, mais même en remontant un peu plus au-delà, on peut dire que depuis 50 ans, le taux de pauvreté, il y a 50 ans, le taux de pauvreté était aussi élevé qu'aujourd'hui. Donc on a vraiment une situation très difficile. Structurel, ça s'installe, quoi, c'est devenu... C'est exactement ça, c'est-à-dire que là, on a parlé de sans-abrisme, ça existe des mesures d'urgence, mais les politiques publiques, elles doivent aussi envisager de lutter contre ces facteurs structurels, les politiques de construction de logements, enfin bon, il y a toute une série de mesures de politiques que la Fondation pour le logement peut aussi développer. Nathan Lequeux, est-ce que le visage de la pauvreté a changé selon vous ? Est-ce que vous voyez des nouveaux publics dans la rue ? Oui, tout à fait. Il y a une statistique qui était parue dans un rapport du Sénat fin 2024 qui avait montré qu'en 2012, on recensait environ 300 femmes sans abri et en 2024, on en a recensé 3000. Donc on a décuplé le nombre de femmes sans abri. Nous, sur nos maraudes, c'est quelque chose qu'on constate de plus en plus également depuis 2-3 ans maintenant, où nos équipes nous rapportent systématiquement la présence de femmes. Notamment sur les grands campements qui sont généralement composés d'hommes isolés. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de ces femmes et également de plus en plus de familles avec enfants, comme on le rappelait tout à l'heure. On n'arrive plus à héberger les bébés, les nourrissons, les enfants. Et donc sur des grands campements, là encore une fois, on trouvait principalement des hommes isolés. On va trouver ces personnes. On trouve aussi des personnes expulsées de leur logement, puisqu'il y a une aggravation, une facilitation des expulsions locatives, comme l'a rappelé Maider, notamment due à la loi Casbarian-Berger. On va rappeler la loi Casbarian-Berger, promulguée le 27 juillet 2023 et officiellement intitulée « Loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite », qui vise à renforcer la protection des propriétaires contre les squats et les impayés de loyers. Oui, ça pour remettre dans le contexte. Bien sûr, merci. Ça ne fait que protéger les propriétaires privés et la spéculation immobilière qui va avec. Ce que ça a fait, c'est que ça a jeté à la rue l'année dernière 25 000 personnes hors de leur foyer par la police. C'est extrêmement violent, il faut visualiser ce que c'est. C'est la police débarque avec un huissier un matin, vous met dehors avec vos affaires et change la serrure immédiatement. Toutes ces personnes également se sont retrouvées à... les facteurs de pauvreté augmentant, n'ont plus les moyens de payer leur loyer, elles sont complètement étranglées. Et du coup, on retrouve de plus en plus ces personnes. On croise aussi beaucoup plus de personnes âgées. C'est quelque chose qui est absolument... nous, dans notre réseau d'hébergement d'urgence alternatif, on a de très nombreuses femmes âgées avec souvent des graves pathologies qui ont des parcours de rue extrêmement longs, mais aussi des personnes qui, jusqu'à leurs 70 ans, étaient hébergées. Et en fait, on a remis ces personnes à la rue. Donc à la fois, quand on n'héberge pas les plus jeunes et quand nos aînés également, on les jette à la rue de cette façon, ça dit quelque chose de la façon dont on perçoit notre société et de quel point elle est malade.
Allez-y. Non, peut-être compléter que Maïda souvent, Olivier. parfois, c'est des politiques qui sont davantage idéologiques que même qui n'ont pas forcément de rationalité financière, contrairement à ce qu'on essaye de nous présenter. C'est pour ça que nous, si on parle des expulsions locatives, nous, c'est vraiment le grand oublié ces dernières années, mais il y a normalement des politiques de prévention des expulsions locatives, notamment pour dédommager les propriétaires qui subiraient un lot impayé, plutôt que d'expulser, parce qu'en fait, quand on expulse, non seulement il y a des arguments de dignité, mais en plus, c'est des personnes qui vont potentiellement être prises en charge à l'hôtel. Ça coûte très cher à l'État. Donc et en fait, prévenir l'aggravation et le fait de tomber dans l'extrême pauvreté, c'est beaucoup mieux financièrement en fait à long terme pour l'État. On peut parler aussi des frais de santé, des frais de soins, parce que du coup, quand on se retrouve dans l'extrême précarité, on voit aussi son état de santé s'aggraver. C'est vrai globalement sur les questions d'adaptation du logement aux canicules, mais même au froid. En fait, on sait que plus on investit structurellement dans les problèmes, plus c'est des coûts évités sur le long terme. Pour vous donner juste un chiffre, ce qui vient aussi de Santé publique France, ils avaient mesuré que entre 2015 et 2020, les canicules avaient coûté 5 milliards d'euros sur le système de soins chaque année. Donc on parle d'avant 2022, où on voit que chaque année, les canicules se sont encore plus aggravées. Donc là, le coût est encore plus important. Donc en fait, si on protégeait beaucoup mieux les personnes du mal logement sous toutes ses formes, on éviterait aussi un certain nombre de coûts. Mais en fait, souvent, ces politiques répressives, de criminalisation de la pauvreté, elles sont, ou alors très court-termistes. C'est vraiment beaucoup plus idéologique que en termes de rationalité politique, économique. Très rapidement, la loi climat et résilience du 22 août 2021 qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France de 40% d'ici 2030. Quel regard vous portez dessus ? Oui, la loi, du coup, on n'y est pas du tout sur la réduction des émissions. Il y a aussi une stratégie Je nationale pensais bas aux carbone. passoires thermiques, l'interdiction progressive de louer les logements qui consomment trop. Est-ce que... On a une stratégie nationale bas carbone en France qui montre que pour respecter la trajectoire climatique, dont derrière ce jargon, c'est concrètement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire des étés à 40 degrés. Pour éviter l'aggravation de la situation, on sait que le logement en France, le secteur du bâtiment, c'est un énorme facteur d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut réduire. Et comment on réduit ? Il faut rénover, notamment les logements. Et donc il y a l'objectif qui avait été fixé dans cette stratégie, c'était 370 000 rénovations d'ampleur chaque année. On atteint difficilement les 100 000 annuels, donc on n'est pas du tout au niveau. Donc on continue de trop émettre, on continue d'aggraver une situation à laquelle il va falloir répondre par des investissements. Donc encore une fois, on n'agit pas du tout à la racine du problème. Et sur l'interdiction de location des passoires thermiques, c'est encore un exemple vraiment donc c'est un calendrier qui a été mis en place en 2021 pour répondre un peu à un problème, le fait que les propriétaires de passoires thermiques qui louent le logement, en fait, ils ne subissent pas les conséquences de la précarité énergétique, ils n'ont pas d'intérêt à les rénover. Donc c'est des conséquences sur les locataires, et c'est aussi des logements qui continuent à polluer en fait parce qu'ils ne sont pas rénovés. Donc cette obligation de rénover, qui je le rappelle est accompagnée d'aides financières, qui est un calendrier qui était très progressif, il y avait plusieurs années, c'était échelonné. Il a été attaqué politiquement vraiment très très fortement, notamment par la droite. Et là, le gouvernement vient en pleine canicule, donc en fin juin, ils ont présenté un projet de loi au Sénat qui proposait de reporter de 5 ans la rénovation des passoires thermiques à la location. Le signal qui est envoyé, encore une fois, on parlait de cynisme, c'est vraiment une provocation et de l'irrespect pour la réalité que vivent les personnes. Donc on dit à des personnes qui sont là aujourd'hui en train de mourir de chaud sous 39 degrés que non seulement elles n'ont pas de réponse pour la chaleur, mais qu'en plus on leur retire un droit pendant l'hiver. Donc voilà, et encore une fois, c'est le fait de ne vouloir poser aucune contrainte, aucune norme, et ça on le paye déjà très cher, et on va le payer encore plus cher si on voit que c'est vraiment un problème de système, parce que c'est vrai que la France a été reconstruite aussi pour garder la chaleur. Donc il y a quand même un problème d'ampleur qu'on peut quand même signaler. Il y a une urgence, mais effectivement, c'est un rétropédalage qui va prendre beaucoup de temps. Pierre Concialdi, avec tout ce qu'on vient d'entendre dans cette émission, est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter un nouvel indicateur qui prendrait en compte la vulnérabilité climatique pour mesurer la pauvreté en France ? C'est déjà le cas pour évaluer le degré auquel un système est sensible et incapable de faire face aux effets néfastes du réchauffement climatique, selon la définition du GIEC. Est-ce qu'il faut aussi l'appliquer aux personnes ? Oui, d'une façon générale, je pense qu'effectivement, c'est difficile, c'est même pas possible. En tout cas, ça risque de nous conduire à des difficultés de conduire des politiques publiques sans indicateur, à l'aveugle.
Enfin, je crois que... Et malheureusement, en matière de logement, je voudrais juste rappeler un petit point qui n'est pas seulement de détail, c'est qu'on a une enquête logement qui est vraiment un des piliers du système statistique et dont les derniers résultats ont été détaillés, ont été publiés pour l'année 2016. Nous sommes en 2026. Chaque année, je regarde si cette publication va donner des chiffres. Et cette enquête, c'était une mine d'informations à la fois sur les conditions de vie et de logement des ménages, mais aussi sur les conditions de leur logement, justement. Et on pourrait tout à fait, mais je pense que ce serait tout à fait, c'est assez nécessaire, d'inclure et d'ajouter dans cette enquête des informations. Ça ne dispense pas de prendre d'ores et déjà des mesures publiques, politiques, mais encore une fois, on ne peut pas conduire de politique publique sans disposer de repères, d'indicateurs, d'objectifs, un minimum chiffré. Et adapté à ce qu'on vit. Et adapté à la réalité. Nouvelle réalité. Oui, tout à fait. J'aimerais que l'on évoque la situation des associations de loi 1901. En France, elles sont 1,5 million actives. C'est plus que partout ailleurs en Europe. Elles rassemblent 13 millions de bénévoles et emploient 1,8 million de personnes, soit 10% des salariés. C'est énorme. Selon Martin Baubel, un vice-président du mouvement associatif, l'État a fait passer ses financements de 11,7 milliards d'euros en 2023 à 7,5 milliards en 2026. Il veut encore les réduire, tandis que les associations doivent faire face à une hausse de leurs coûts et salaires dus à l'inflation et à une hausse des besoins sociaux, avec une pauvreté qui atteint un niveau record. Fin de citation. Quelles sont les conséquences de ces coupes budgétaires, très rapidement, sur le milieu associatif, Maïder Olivier ? Oui, et peut-être aussi rappeler que ces associations, en tout cas en matière qu'on parle de logement et d'hébergement, c'est des associations qui mènent des missions de service public. C'est l'État qui délègue des politiques qui sont de l'ordre de sa responsabilité, parce qu'on le rappelle, par exemple l'hébergement d'urgence, il y a un accueil qui est censé être assuré de manière inconditionnelle, toutes les personnes doivent pouvoir être mises à l'abri, et bien ça c'est délégué à des associations, et donc face aux coupes budgétaires, c'est des postes de travailleurs sociaux qui sont supprimés, et donc évidemment la réponse, ça va découler sur une moindre prise en charge des publics. Il y a globalement, on le voit avec la grève en ce moment des travailleurs du 115, il y a une perte de sens aussi pour les personnes. Elles viennent faire ce métier parce que souvent elles sont sensibles au sujet, elles ont envie d'apporter c'est des personnes qui sont engagées. Et là, aujourd'hui, on leur demande, non seulement on leur donne on leur demande de trier les vulnérabilités, et ça, c'est un glissement depuis plusieurs années, elles en peuvent plus. Et en plus, elles voient maintenant leur emploi menacé et des coûts budgétaires qui aussi leur réduisent la qualité des services qu'elles peuvent proposer. Donc, en effet, ce ras-le-bol, on le sent monter depuis plusieurs années. Et là, je pense que, en tout cas, à la rentrée, il y a déjà des mouvements, des mobilisations qui sont en train de se préparer. Et oui, les gens n'en peuvent plus. Je pense qu'on peut l'imaginer. Nathan Lequeux, très rapidement, vous, sur le plan mental, comment est-ce que vous vivez ça, vos collègues ? Nous, Utopia 56, on a fait le choix dès le départ de ne recevoir aucune subvention publique pour justement être totalement indépendant. C'est vrai, vous avez des financements. C'est ça. Et c'est le cas de la Fondation aussi. Vous aussi. On n'a que des fonds privés, volontairement, pour ne pas être en fait sous ces pressions de l'État et de ces politiques racistes et illégales. Donc par conséquent, nous, on n'est pas impactés, mais on parle nous aussi de nos collègues de ces associations mandatées qui en fait sont étranglées. C'est la mort du secteur social qu'on annonce aujourd'hui. La direction régionale interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Île-de-France vient encore d'envoyer un courrier à toutes ces associations pour leur dire qu'elles auraient moins 10% sur l'hébergement d'urgence et moins 3% sur la veille sociale, c'est-à-dire les maraudes et les activités de terrain. Concrètement, ça va se traduire par encore à la rentrée des centaines, voire des milliers de personnes à la rue. En continuant cette logique, on coupe tous les robinets et là c'est vraiment un cri d'alarme, une alerte de tout ce secteur qui est en train de dire en fait on va droit au casse-pipe, on nous coupe absolument tout, on va perdre nos emplois, les personnes sont en état de choc parce qu'elles ne peuvent pas non plus en fait exprimer leurs paroles parce qu'en fait elles doivent elles aussi assurer leurs besoins primaires à elles. Et en fait là, comme avec Nimader, il y a plus de sens dans ce qu'elles font. On leur demande de trier, on leur demande de mettre à la rue, toujours plus de maltraiter aussi institutionnellement. Il y a des maltraitances qui sont faites à ces personnes à longueur de journée dans les centres d'hébergement, au 115. Et là, elles en peuvent plus et elles ont besoin que ça soit su et que le gouvernement se remette à la table et respecte enfin la loi. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci Maïder Olivier, chargé de plaidoyer climat au sein de la Fondation pour le logement des défavorisés. Merci Pierre Concialdi, économiste, chercheur à l'Institut de recherche économique et sociale. Et merci à vous Nathan Lequeux, coordinateur de l'antenne de Paris de l'association Utopia 56.